Washington dans les rangs de l'opposition, aussi bien à gauche qu'à droite. Une opposition qui s'en prend notamment à la communication jugée chaotique du gouvernement, dont plusieurs membres ont laissé clairement entendre ces derniers jours que des mesures sévères sont indispensables pour faire face à la flambée de l'épidémie. Écoutez la réaction d'un médecin à ces annonces de Jean Castex. Il s'agit du docteur Christophe Prudhomme, porte-parole de l'association des médecins urgentistes et délégué CGT. Lui aussi est très critique, aussi bien sur la forme que sur le fond. Il est au micro de Mathieu Bonnour. On marche sur la tête avec des annonces qui sont faites au dernier moment. Alors on nous annonçait que c'était le président de la République qu'on peut considérer comme un oracle qui allait nous annoncer les mesures. Et puis au dernier moment, c'est le Premier ministre qui finalement nous a annoncé pas grand-chose. Il faut prendre des mesures de restriction de circulation aujourd'hui, en particulier là avec les vacances, pour que les régions qui pour l'instant sont peu touchés par l'épidémie soient protégés. On ne peut pas traiter la Bretagne, qui a très peu de cas aujourd'hui, comme les Alpes-Maritimes. Alors les frontières européennes, vous voyez qu'on contrôle la frontière italienne, belge, on ne sait pas forcément ce qui est le plus efficace. Là, c'est céder aux injonctions nationalistes où on ferme nos frontières nationales. Le docteur Christophe Prudhomme, porte-parole de l'association des médecins urgentistes. La pression épidémique liée au Covid-19 reste forte en France, avec près de 23 000 nouvelles contaminations hier et un niveau élevé d'entrée à l'hôpital et en réanimation. Alors pour ce qui est des vaccins, après l'homologation en Europe hier d'un troisième vaccin, celui du laboratoire britannique AstraZeneca, Bruxelles a renoncé hier soir à inclure l'Irlande du Nord dans le mécanisme de contrôle des exportations de vaccins annoncé plus tôt dans la journée. Bruxelles a tenu compte des critiques britanniques lui reprochant de compromettre les accords passés dans le cadre du Brexit sur l'île d'Irlande. Récit d'un chaos diplomatique nocturne avec Emeline Vin, notre correspondante en Irlande à Dublin. Ce vendredi soir, la Commission européenne annonce vouloir activer l'article 16 du protocole nord-irlandais, une clause liée au Brexit qui permet de freiner en urgence le commerce entre les deux Irlandes et donc d'imposer des contrôles à la frontière. Unionistes, républicains, tous les partis, c'est assez rare pour être souligné, dénoncent la décision. Pour Arlene Foster, première ministre nord-irlandaise, c'est un acte d'hostilité incroyable de la part de l'Union européenne. Selon Micheál Martin, le Premier ministre côté République, c'est une décision pas nécessaire, potentiellement explosive, car dans l'inconscient collectif irlandais, frontières égale tension égale souvenir de la guerre civile. Les coups de téléphone s'enchaînent avec Boris Johnson, avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Il est presque 23 heures quand la Commission renonce à activer l'article 16. Un malentendu, plaide une source européenne. Sur son compte Twitter, le ministre irlandais des Affaires étrangères conclut cet épisode diplomatique. Moralité, on ne joue pas avec le protocole nord-irlandais. Emeline Vin, Dublin, RFI. Radio France Internationale. En Afghanistan, au moins 8 membres des forces de sécurité tués ce matin dans une attaque talibane dans l'est du pays. Un bilan donné de sources sécuritaires. Les talibans ont rapidement revendiqué cette attaque, affirmant avoir fait 50 morts. Une attaque qui survient après que le ministère américain de la Défense a reproché jeudi aux insurgés de ne pas respecter l'accord qu'ils ont signé avec les talibans en février 2020. Washington a notamment accusé les talibans de ne pas mettre un terme aux attaques violentes contre l'armée afghane. Le début aujourd'hui de la mission d'observation du cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh, un peu plus de 2 mois et demi après la signature d'un accord mettant fin au combat entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh. Le centre d'observation du cessez-le-feu sera géré par des soldats russes et turcs, comme le prévoyait cet accord. On part en Australie maintenant, où la passe d'armes continue entre Google et le gouvernement qui souhaite forcer les GAFA, les géants du net, Google, Facebook et Apple, à payer les entreprises de presse lorsqu'ils partagent leurs articles. La semaine dernière, la directrice générale de Google en Australie a été entendue par le Sénat qui examine actuellement ce projet de loi. Devant les sénateurs, elle a menacé de retirer son moteur de recherche du marché australien si la loi était votée. Hier, elle s'est adressée directement aux Australiens à travers une vidéo très largement diffusée sur Internet, une vidéo dans laquelle elle explique que cette loi signifierait la fin d'un Internet libre et ouvert. À Sydney, les explications de notre correspondant Grégory Pless.
Pas de congé maternité pour la patronne de Google en Australie. Moins d'une semaine après avoir donné naissance à son 3e enfant, Mel Silva était hier absolument partout. Dans une courte vidéo apparaissant sur la page d'accueil du moteur de recherche, mais aussi sous forme de contenu sponsorisé sur Twitter ou encore Facebook, elle explique pourquoi, d'après Google, la loi que souhaite adopter le gouvernement australien est dangereuse. Si le simple fait de montrer un lien renvoyant vers un certain type d'information devient payant, vous détruisez le mode de fonctionnement des moteurs de recherche. Et c'est aussi la fin d'un Internet libre et ouvert. Nous ne sommes pas contre une nouvelle loi, mais il faudrait qu'elle soit juste. Dans la même vidéo, Mel Silva assure que Google est disposé à payer pour soutenir le journalisme, mais selon ses propres termes et à travers sa propre plateforme, Google News Showcase, à laquelle un peu plus de 400 médias à travers le monde ont déjà adhéré. Mais cette solution est rejetée par les plus grandes entreprises de presse en Australie, entre autres parce que le soutien financier proposé par Google, $1 milliard sur 3 ans à l'échelle mondiale, est bien en dessous de leurs attentes. Pour le seul marché australien, les éditeurs de presse, une fois la législation en cours d'examen adoptée, espèrent obtenir de Google un minimum de 400 millions d'euros par an. Grégory Pless, Sydney, RFI. Retour en France, de nouveaux rassemblements organisés ce samedi dans des dizaines de villes françaises pour dire stop à la proposition de loi sécurité globale et aussi pour défendre le droit à la culture. À Paris, le rendez-vous était fixé place de la République à 13h avec notamment la participation d'artistes et de musiciens, mais la participation semble très faible, nous signale notre envoyé spécial sur place. On part dans le sud-ouest de la France maintenant avec le festival de la BD d'Angoulême qui a livré son palmarès hier soir. Le prix le plus prestigieux, le Fauve d'Or, a été remis à 2 Américains pour Accident de chasse, leur premier roman graphique. 2 Américains qui sont David L. Carlson au scénario, Landis Blair au dessin. Le livre s'appelle donc L'Accident de chasse. C'est un long roman graphique sur le Chicago du siècle dernier. Sophie Torlotin est notre envoyée spéciale à Angoulême. Chicago 1959. Sa mère venant de mourir, le jeune Charlie va devoir apprendre à vivre avec son père. Comment a-t-il perdu la vue? Matt Rizzo raconte à son fils le terrible accident de chasse qui l'a rendu aveugle. Mais des années plus tard, lorsque la police sonne à leur porte, le secret est éventé. Charlie apprend que son père est en fait un ancien gangster, blessé lors d'un braquage. En prison, le malfrat partage la cellule d'un terrible tueur qui va pourtant le sauver du suicide en lui enseignant le braille à travers la lecture de l'enfer de Dante. Cette histoire inspirée de faits réels, l'auteur David Carlson la tient de son ami Charlie Rizzo. Également réalisateur et musicien, l'écrivain décide d'en tirer un roman graphique pouvant aborder différents thèmes. Un récit de gangster dans le Chicago des années 40, une belle et complexe relation père-fils, et puis la rédemption via la littérature. Ce récit déjà très fort se retrouve magnifié par les illustrations de Landis Blair.